17 janvier 1968. Province de Kon Tum, République du Vietnam. La mousson matinale ruisselle à travers la jungle, à triple canopée, tandis que le soldat de première classe, James Jimmy Castellaniano, est accroupi derrière un tronc couvert de mousse, le cœur martelant sa poitrine. Il est porté disparu depuis 8 heures. Il a 19 ans. Il est cuisinier de messe. À travers un mur de végétation, situé à une 50aine de mètres devant lui, il observe 30 soldats Viet Cong décharger des caisses en bois dans un complexe de bunkers camouflés. Son fusil M16 lui paraît étranger entre les mains. En 3 mois passés à la base de tir, Suzanne, il ne l'a jamais utilisé en dehors du stand de tir. Sa fiche de poste parle de « pas d'ennemis », de lait en poudre, pas de patrouille. Quelque part, entre la base de tir et la zone d'atterrissage avancée, où il devait livrer des rations chaudes, son convoi est tombé dans une embuscade. Le chauffeur a paniqué. Castellano a été projeté hors du camion de ravitaillement, cahotant dans des herbes à éléphants, plus hautes qu'un homme. Lorsqu'il a enfin repris ses esprits, le convoi avait disparu, fonçant vers la base, sous une grêle de tirs automatiques. Ce que Castellano ignore, c'est qu'il vient de découvrir Firebase Echo, le plus grand dépôt de munitions nord-vietnamien des hauts plateaux du centre. Il ignore que ce complexe renferme environ 43 tonnes de munitions fabriquées en Chine, de quoi approvisionner 3 régiments ennemis pendant 6 mois d'opérations continues. Il ignore que quelque part dans ces bunkers camouflés se trouvent les roquettes qui ont tué 4 Américains à Firebase Kate seulement 2 jours plus tôt. Et il ignore surtout que cette découverte accidentelle est sur le point de déclencher la plus grande frappe aérienne de l'histoire du 3e corps et de sauver environ 300 vies américaines. Selon des rapports de renseignement du MACV déclassifiés, les caches de munitions ennemies dans les hauts plateaux du centre alimentaient environ 60% des opérations de l'ANV pendant l'offensive du Tet de 1968. Les trouver était presque impossible. La jungle était le foyer de l'ennemi. Les forces américaines contrôlèrent les bases de tir. Le jour Charlie possédait la jungle la nuit. Les officiers du renseignement estimaient que pour chaque cache détruite, 5 autres fonctionnaient sans être détectés. Les missions de Search and Destroy n'avaient qu'un taux de réussite de 8%, et la plupart des soldats américains terminaient leur tour sans jamais apercevoir une seule ligne d'approvisionnement ennemie. Mais Jimmy Castellano n'est pas la plupart des soldats. Il n'a pas de formation, pas de soutien, pas même une carte qui ait encore du sens. Ce qu'il a, c'est une chance stupide, des yeux affûtés, et environ 40 minutes avant que les soldats nord-vietnamiens ne terminent leur travail et ne se dispersent pour fouiller le périmètre. Le compte à rebours est lancé. Pour comprendre pourquoi la découverte de Castellano est si importante, il faut mesurer à quel point les forces américaines perdaient la guerre du renseignement au début de 1968. Les hauts plateaux du centre du Sud-Vietnam représentaient un cauchemar tactique. Contrairement aux rizières du delta du Mékong ou aux villes côtières, il s'agissait d'une jungle pure montagneuse dense et totalement contrôlée par l'ennemi. La piste Ho Chi Minh serpentait à travers le Laos et le Cambodge voisin, acheminant hommes et matériel vers des zones de rassemblement dissimulées sous des canopées si épaisses que la reconnaissance aérienne en devenait pratiquement inutile. La stratégie du général William Westmoreland reposait sur la localisation et la destruction des lignes d'approvisionnement ennemies, mais les Nord-Vietnamiens avaient perfectionné l'art de la dissimulation au cours de 23 années de guerre quasi ininterrompue. Les commandants américains ont tout essayé,
photographie infrarouge, capteurs sismiques, défoliants chimiques, patrouilles de reconnaissance, à longue portée, équipe de pisteurs indigènes. Les résultats furent au mieux médiocres. Une évaluation du renseignement de décembre 1967 concluait que les forces américaines n'interceptaient moins de 15% des approvisionnements ennemis transitant par la région. Les 85% restants se volatilisaient simplement dans la jungle. Le coût humain était vertigineux. Entre novembre 1967 et janvier 1968, la zone d'opération de Firebase Susan enregistra 73 attaques ennemies, allant du harcèlement de tireurs embusqués à des assauts de niveau bataillon. Les rapports de pertes faisaient état de 42 Américains tués et de 137 blessés. L'ennemi attaquait avec une apparente impunité ses réserves de munitions semblant inépuisables. Chaque patrouille revenait avec le même rapport frustrant. Contact établi, perte subie, l'ennemi se retire, aucune cache trouvée. Le consensus des experts était clair: détruire la logistique nord-vietnamienne nécessitait soit des invasions terrestres massives du Laos et du Cambodge, politiquement impossibles, soit un niveau de renseignement électromagnétique qui n'existait pas encore. Le colonel Thomas Henderson, commandant de brigade de Firebase, Susan, l'exprima sans détour lors d'une réunion d'état-major le 10 janvier. Nous combattons à l'aveugle. Charlie fait passer ses approvisionnements devant nous chaque nuit et nous comptons les éclairs des coups de feu. Son officier renseignement S2 estimait qu'il existait au moins 6 grands dépôts de munitions dans un rayon de 20 kilomètres autour de la base. En découvrir ne serait-ce qu'un seul exigerait soit une chance extraordinaire, soit un niveau d'innovation tactique que personne n'avait encore démontré. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés. Les officiers du renseignement savaient que quelque chose d'important se préparait. Des interceptions radio indiquaient un regroupement inhabituellement massif de forces ennemies. Des prisonniers parlaient d'une offensive générale, mais sans savoir où l'ennemi stockait ses munitions. Les commandants américains ne pouvaient frapper préventivement. Ils ne pouvaient qu'attendre renforcer les positions défensives et espérer que les murs de leur base tiendraient lorsque le marteau finirait par s'abattre. Telle était la situation stratégique le 16 janvier 1968, lorsque le colonel Henderson prit une décision qui allait, sans qu'il le sache, tout changer. Il ordonna à son officier logistique de lancer des livraisons de repas chauds vers les positions avancées. Le moral était en chute libre. Des rations à chaude de vrais plats, cuisinés au lieu de boîtes de rations C, pourraient peut-être remonter les esprits avant que l'offensive imminente n'éclate. C'était un petit geste, une attention d'arrière-zone, presque absurde dans ces circonstances. L'officier logistique sélectionna 3 personnels du MES pour cette mission. L'un d'eux était le soldat de première classe James Castellano, 19 ans, originaire du Queens à New York. Castellano était au Vietnam depuis 3 mois et 10 jours. Il s'était porté volontaire pour le service du MES, précisément parce que cela lui semblait plus sûr que l'infanterie. Son frère aîné, Marco, avait effectué 2 tours avec la 123e division aéroportée et était rentré avec des éclats d'obus dans le corps et des cauchemars dans la tête. Jimmy Castellano ne voulait rien de tout cela. Il voulait faire son temps, rester en vie et retourner travailler dans le restaurant de son père sur Steinway Street. Cuisiner des œufs pour des soldats lui semblait un compromis raisonnable entre le devoir et la survie. Il allait bientôt apprendre qu'au Vietnam, il n'existait pas d'arrière. Il n'y avait que la jungle, et la jungle se moquait complètement de votre spécialité militaire. James Paul Castellano
avait grandi à Astoria dans le Queens, où son père tenait un restaurant italien de quartier appelé Rosario's. Dès l'âge de 12 ans, Jimmy travaillait en cuisine chaque été, préparation plonge, puis service au poste chaud, lors des coups de feu du vendredi soir. Il connaissait parfaitement une cuisine professionnelle. Il ne connaissait absolument rien à une zone de guerre. Son recruteur de l'armée lui avait dressé un tableau simple: apprendre un métier, servir son pays, utiliser le GI Bill pour aller à l'université. Castellano avait obtenu un score suffisant à la SVAB pour accéder à plusieurs spécialités techniques. Mais lorsqu'il vit « spécialiste des services alimentaires » sur la liste des MOS disponibles, cela lui parut être le destin. Il cuisinait depuis qu'il était assez grand pour atteindre la cuisinière. Pourquoi ne pas être payé pour cela? L'instruction de base à Fort Dix fut sans histoire. La formation spécialisée à Fort Lee en Virginie se concentra sur le fonctionnement des cuisines de campagne, la sécurité alimentaire et la préparation de repas à grande échelle. Castellano apprit à nourrir 200 soldats avec du matériel portable. Il apprit les températures de conservation en climat tropical, les protocoles sanitaires et la planification des menus. Il n'apprit pas la navigation terrestre. Il n'apprit pas les tactiques de combat en petites unités. Il tira avec son fusil M16 exactement 3 fois durant tout son cycle de formation, 1 fois pour régler l'arme, 2 fois pour la qualification. Il toucha 22 cibles sur 40, réussissant de justesse la qualification de tireur. Lorsque ses ordres pour le Vietnam arrivèrent, son père l'emmena dans l'arrière-bureau du restaurant. « Tu gardes la tête basse », dit Rosario Castellano. « Tu restes avec les cuisiniers. Tu ne te portes volontaire pour rien. Tu m'entends ?»« Pour rien », Jimmy promit. Son frère Marco, en permission avant son second déploiement, lui donna un conseil très différent. « Oublie ce qu'ils t'ont appris à Fort Lee. Là-bas, tout le monde est fantassin. Tu apprends à bouger, tu apprends à tirer, ou tu apprends à mourir. » Jimmy fut déployé avec un bataillon de remplacement en octobre 1967, passa par le centre de réception en pays à Bien Hoa et reçut son affectation à Firebase Susan, au sein du bataillon de soutien avancé de la 4e division d'infanterie. Son travail correspondait exactement à ce pourquoi il avait été formé: faire fonctionner le mess, préparer les repas pour environ 350 soldats et gérer les stocks alimentaires. C'était un travail chaud et épuisant dans un bâtiment au toit de tôle qui se transformait en four dès la mi-journée, mais c'était un travail sûr. Le périmètre de la base était protégé par des sacs de sable, des barbelés concertina, des bunkers et une batterie d'obusiers de 105 mm. Charlie leur envoyait des mortiers toutes les quelques nuits, mais les obus touchaient rarement quelque chose d'important. Castellano entra dans une routine: réveil à 4h30, mise en route du café, préparation du petit déjeuner pour l'équipe du matin. Le déjeuner consistait généralement en rations de mer, complétées par ce que la chaîne logistique pouvait fournir: légumes en conserve, pommes de terre en poudre, parfois des fruits frais si un hélicoptère avait de la place. Le dîner était l'effort principal: nourriture chaude, de vraies protéines, quand elles étaient disponibles. À 19h, la cuisine était sécurisée et Castellano écrivait des lettres à la maison, jouait aux cartes ou dormait d'un sommeil sans rêve, celui de l'épuisement physique. Puis le colonel Henderson ordonna que des repas chauds soient livrés vers l'avant. Et la guerre de Jimmy Castellano changea à jamais. Le 17 janvier 1968 commence comme n'importe quelle autre mission. Le convoi se compose de 2 camions. L'un transporte des conteneurs isothermes remplis d'œufs brouillés, de bacon et de café. L'autre est chargé de fournitures
destinés à la zone d'atterrissage avancée. Castellano est assis sur le siège passager du camion de tête, son M16, calé entre ses genoux. Il porte un gilet par éclat mal ajusté et un casque qui glisse sans cesse sur ses yeux. Le chauffeur, le spécialiste Danny Wilcox, conduit en enchaînant les Marlboro et en se plaignant de l'état de la route. L'embuscade a lieu à 8h47 à 3 km de la zone d'atterrissage. Le premier signe est le bruit, un claquement métallique que le cerveau de Castellano ne reconnaît pas immédiatement comme un coup de feu. Puis le pare-brise se couvre de fissures en toile d'araignée. Wilcox hurle quelque chose d'incompréhensible et écrase l'accélérateur. Le camion fait une embardée. Castellano attrape instinctivement un point d'appui, mais le véhicule est déjà en train de chasser sur la route boueuse. Ce qui se passe ensuite ne dure peut-être que 3 secondes, mais se déroule avec une lenteur irréelle. Le pneu arrière accroche le bas-côté meuble. Le camion penche. Castellano se sent glisser vers la portière passager. La portière s'ouvre brusquement. Il ne l'avait jamais correctement verrouillée. Et soudain, il tombe. Il bascule dans le vide, traverse l'air, s'écrase dans les hautes herbes, roule le souffle complètement arraché de sa poitrine. Quand sa vision s'éclaircit, les camions ont disparu. Il peut encore les entendre, le bruit des moteurs, qui s'éloignent ponctués de tirs de fusil sporadiques. Il reste immobile dans les herbes à éléphants hautes de près de 2 mètres et épaisses comme un champ de maïs, le cœur prêt à jaillir de sa poitrine. Après ce qui lui semble 1 heure, mais qui n'est probablement que 90 secondes, les tirs cessent. La jungle reprend son orchestre habituel d'oiseaux et d'insectes. Castellano fait l'inventaire. Il est contusionné mais indemne. Son fusil est quelque part dans l'herbe. Il le retrouve après 30 secondes de recherche paniquée. Son casque a disparu. Il lui reste 2 chargeurs pleins une gourde et absolument aucune idée de l'endroit où il se trouve. La route est visible à travers l'herbe à une dizaine de mètres. La suivre serait un suicide. Les embusqués pourraient encore être là en attente. Il décide de se déplacer perpendiculairement à la route plus profondément dans la jungle jusqu'à être hors de la zone de mort. Ensuite, il longera la route en parallèle pour retourner vers Firebase Susan. C'est un plan né de la panique plutôt que de la réflexion tactique, mais c'est un plan. Il commence à marcher. 2 heures plus tard, il est complètement perdu. La jungle est ici si dense qu'elle en devient claustrophobe, de gigantesques arbres au bois dur, étranglés par des lianes, un sous-bois si épais qu'il doit se frayer un passage de force. Son uniforme est trempé de sueur. L'humidité est suffocante. Il essaie d'utiliser le soleil pour s'orienter, mais la canopée est trop épaisse. Il tente de retrouver la route, mais chaque direction se ressemble. Et c'est alors qu'il entend des voix asiatiques parlant vietnamien. Il se fige, s'accroupit, et à travers une ouverture dans la végétation, il les voit. 30 soldats, des armes empilées, des caisses en bois, des bunkers camouflés, un dépôt de munitions si vaste qu'il pourrait approvisionner une division entière. Et pas un seul Américain ne sait qu'il existe. Castellano observe les soldats de l'ANV pendant 7 minutes, respirant à peine, avant de reculer lentement et silencieusement. Il lui faut encore 40 minutes de progression prudente avant d'être certain d'être hors de portée d'écoute. Alors, il fait quelque chose qui deviendra légendaire dans l'histoire orale de Firebase Susan. Il grimpe à un arbre. Le feuillu s'élève à près de 25 mètres, ses branches supérieures perçant la canopée. Castellano n'est pas un grimpeur. La dernière fois qu'il est monté plus haut qu'un escabeau, il avait 12 ans,
et essayait de récupérer une balle de baseball sur le toit de Madame Chen. Mais le désespoir est un puissant moteur. Il passe son fusil en bandoulière, dans le dos cherche des prises dans l'écorce, et commence à grimper. À 6 mètres, ses bras tremblent. À 12 mètres, il refuse de regarder en bas. À 18 mètres, il perce la canopée et débouche soudain en plein soleil. Et là, il peut voir à des kilomètres. Au nord-est se trouve Firebase Susan, à environ 5 kilomètres. Il distingue les antennes radio, le fil de fer du périmètre même, les toits de tôle des bâtiments. Il mémorise les repères, fixe son itinéraire, puis redescend les paumes à vif et en sang. Il lui faut 3 heures pour rejoindre la base. Il approche avec une extrême prudence, terrorisé à l'idée que des sentinelles nerveuses ne l'abattent. À 100 mètres du périmètre, il s'annonce les mains levées, le fusil en bandoulière. La garde appelle le sergent de garde. En quelques minutes, il est à l'intérieur du périmètre entouré de soldats curieux qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Le convoi avait signalé sa disparition. Ils avaient supposé qu'il était mort ou capturé. Lorsqu'il commence à décrire ce qu'il a découvert, la réaction est immédiate, l'incrédulité. Le sergent de garde, un engagé de carrière nommé Morrison, avec 2 tours précédents, l'interrompt. « Fiston, tu es en train de me dire que tu as trouvé un dépôt de munitions de taille régimentaire. Toi, un cuisinier, perdu dans la jungle, toute la matinée. Je sais ce que j'ai vu, sergent. Ce que tu as vu, c'était probablement une patrouille en pause, peut-être une cache de niveau escouade, quelques caisses de munitions. Rien de spécial. C'était plus que ça, beaucoup plus. Des bunkers, des bâches, des filets de camouflage. Au moins 30 soldats. L'expression de Morrison montre clairement ce qu'il pense de l'évaluation du renseignement de Castellano. D'accord, on va faire un rapport, va te nettoyer. Mais Castellano ne bouge pas. Il insiste pour parler à l'officier du renseignement. Morrison finit par l'escorter jusqu'au centre des opérations tactiques où le capitaine Richard Byrne, officier S2 du bataillon, examine les rapports de patrouille du matin. Byrne lève les yeux lorsque Castellano entre, observe l'uniforme déchiré, le visage éraflé et soupire. C'est le cuisinier perdu. Oui, mon capitaine. Morrison dit qu'il a trouvé une position ennemie majeure. Byrne sort et dit une carte. Montre-moi. Castellano étudie le relief topographique, essayant de le faire correspondre à ce qu'il a vu depuis la cime de l'arbre. Il pointe un endroit situé à environ 4 kilomètres, à l'ouest-sud-ouest de la base, dans une zone indiquée comme jungle dense. Ici, ou pas loin, peut-être à 1 kilomètre près. Byrne fronce les sourcils. Ce secteur a déjà été reconnu. Le premier peloton de la compagnie Bravo l'a ratissé il y a 3 semaines. Ils n'ont rien trouvé. Je vous dis ce que j'ai vu, mon capitaine. Tu es cuisinier soldat. Sans vouloir t'offenser, tu n'as pas la formation nécessaire pour évaluer des positions ennemies. Tu as probablement vu une équipe de surveillance de piste, 4 ou 5 types avec des fusils. Ton cerveau stressé et effrayé en a fait un bataillon. Ça arrive. La pièce s'anime. Morrison acquiesce. Un opérateur radio à proximité mentionne que la compagnie Bravo a subi des pertes dans ce secteur le mois dernier. Si une cache majeure s'y était trouvée, l'ennemi l'aurait déjà déplacée. Byrne se tourne déjà vers ses rapports de patrouille. L'affaire est de fait classée. Puis le colonel Henderson entre. Il a écouté depuis l'embrasure de la porte, attiré par l'agitation. Qu'est-ce qui se passe? Ici Byrne explique. Un cuisinier perdu pense avoir vu quelque chose. Probablement rien. Henderson regarde Castellano. Il le regarde vraiment. À quel point es-tu sûr, fiston? À 100%, mon colonel. C'est là. Quelque chose change dans l'expression d'Henderson.
peut-être la certitude dans la voix de Castellano, peut-être le désespoir dans ses yeux, ou peut-être simplement des décennies d'expérience à reconnaître la vérité quand il l'entend. Capitaine Byrne demandait un vol de l'aviation de cavalerie. Reconnaissance photo, un seul passage sur ce secteur. S'il y a quelque chose, on le verra. Si cette histoire vous semble aussi incroyable qu'elle m'a paru lors de mes recherches, cliquez sur « S'abonner ». Ces moments où des gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires. C'est exactement de cela que parle cette chaîne. Maintenant, revenons au pari de Jimmy Castellano. L'avion d'observation, O-1 Bird Dog, décolle à 14h20. Le pilote, le capitaine Michael Cowboy Parsons, effectue des missions de reconnaissance au-dessus des hauts plateaux du centre depuis 7 mois. Il est sceptique. La brigade l'envoie 2 fois par semaine courir après des chimères. Un soldat nerveux croit voir des ombres. Et soudain, le commandement veut une confirmation photographique. Mais les ordres sont les ordres. Il effectue son premier passage à 1500 pieds. Caméras en marche. L'observateur balaie la zone aux jumelles. Rien d'évident. Il amorce un second passage, cette fois, à 1200 pieds, prenant le risque des armes légères pour mieux voir. Soudain, l'observateur lui tape sur l'épaule et pointe vers le sol. Attendez. Ce ne sont pas des ombres naturelles. Parson descend à 800 pieds. À travers des trouées dans la canopée, il le voit maintenant. La géométrie artificielle de constructions humaines. Des lignes droites, là où la nature dessine des courbes. Des filets de camouflage d'un vert légèrement trop clair. Et visible l'espace d'un instant. Un soldat levant les yeux vers l'appareil. Firebase, Suzanne. Ici CVI 26, annonce. Parsons à la radio. Identification positive confirmée. Structure multiple camouflée. Présence estimée de 2 à 3 pelotons. Je marque la position maintenant. À Firebase Suzanne. Le centre des opérations tactiques se transforme en chaos maîtrisé. Henderson ordonne immédiatement de préparer des missions d'artillerie, mais sans les exécuter. Il ne veut pas alerter l'ennemi avant l'arrivée des moyens aériens. Il demande une frappe immédiate à la 7e Air Force. Pendant ce temps, Castellano se tient dans un coin du TOC, oublié de tous, sauf du capitaine Byrne, qui lui jette de temps à autre un regard mêlant respect et incrédulité. Les rouages bureaucratiques tournent plus vite que prévu. La 7e Air Force a des F-4 Phantom en alerte sur la base aérienne de Pleiku, armés et prêts pour des missions d'appui rapprochées. À 15h45, une patrouille de 4 F-4 décolle de Pleiku. À 16h03, ils sont sur zone, tournant à 12 000 pieds, tandis que CVI Boulet 26 marque la cible avec des roquettes au phosphore blanc. Chef de frappe, cible CVI 26, marqué. Structure, multiple de bunkers, stockage de munitions. Présence, estimée, d'explosifs, important. Autorisation de tir confirmée. La première paire de F-4 entame son piqué à 16h07. Chaque appareil emporte 12 bombes MK82 de 500 livres. Les bombes tombent par paires, avec des fusées à retard, conçues pour pénétrer avant d'exploser. À Firebase, Susan, les soldats se massent le long du périmètre, observant la jungle lointaine. Castellano se tient parmi eux, les mains crispées, sur le mur de sacs de sable. Les premières explosions sont impressionnantes, de profonds grondements roulant à travers la vallée. La seconde paire de F-4 largue sa charge. D'autres explosions apparaissent, des colonnes de fumée s'élevant au-dessus de la canopée. Puis, 8 secondes après, l'impact de la dernière bombe, le monde entier semble exploser. Les explosions secondaires sont sans précédent. Une boule de feu jaillit de la jungle, s'élevant à plus de 600 mètres dans le ciel. L'onde de choc est visible, une distorsion ondulante qui couche la végétation en un cercle
Parfait. 3 secondes plus tard, le son atteint Firebase Susan, un coup de tonnerre, si profond qu'il se ressent dans la poitrine. D'autres explosions suivent. 43 tonnes de munitions entrent en détonation dans une réaction en chaîne qui dure 7 minutes. Lorsque la fumée finit par se dissiper, la reconnaissance aérienne révèle un cratère de 200 mètres de diamètre. Le complexe de bunkers a tout simplement cessé d'exister, ainsi que tout ce qui se trouvait dans un rayon de près de 400 mètres. La jungle a disparu remplacée par une terre calcinée et des troncs brisés, dressés comme des pics noircis. L'évaluation du renseignement, après frappe, estime la destruction de 43 tonnes de munitions, dont des roquettes de 122 mm des obus de mortier, de 80 mm des ogives de RPG, des munitions de fusil AK-47 et des grenades à main. Assez d'armement pour approvisionner 3 régiments ennemis pendant 6 mois. Mais la véritable confirmation arrive 9 jours plus tard, lors des premières heures de l'offensive du Tet. Le 31 janvier 1968, les forces nord-vietnamiennes et Viet-Cong lancent des attaques coordonnées à travers tout le sud-Vietnam. Il s'agit de la plus vaste offensive ennemie de toute la guerre dans la province de Kon Tum. Firebase Susan fait face à un assaut de niveau bataillon. L'ennemi attaque avec une détermination farouche, mais des pénuries de munitions évidentes. Au lieu des barrages de roquettes soutenus qui avaient précédé les attaques antérieures, seulement 17 roquettes frappent la base. Au lieu de vagues d'assaut appuyées par un feu automatique ininterrompu, l'ennemi attaque en groupe plus réduit, avec une discipline de tir visiblement contrainte. La bataille dure 6 heures. Firebase Susan tient. Les pertes américaines s'élèvent à 4 morts et 23 blessés. Les pertes ennemies comptabilisées le lendemain matin dépassent les 200 hommes. Plus important, encore les officiers du renseignement, qui récupèrent des documents ennemis, découvrent des preuves directes. Un ordre de terrain du 66e régiment de l'ANV, daté du 28 janvier, se plaint de graves pénuries de munitions et ordonne une discipline de tir stricte lors de l'offensive à venir. L'ordre mentionne explicitement la destruction du dépôt logistique de Firebase Echo et son impact sur la planification des opérations. Le major Harold Thompson, officier du renseignement de la division, le formula ainsi dans son rapport après action. La destruction du complexe de munitions ennemies les 17 et 18 janvier a directement dégradé l'efficacité au combat de l'ennemi durant les opérations de l'offensive du Tet. Les pertes ennemies ont été accrues par l'incapacité à soutenir des assauts prolongés. Les pertes amies évitées sont estimées à 300 tués ou blessés. Firebase Susan aurait très probablement été submergée si les forces ennemies avaient disposé de leur dotation complète en munitions. Le 14 février 1968, le général William Westmoreland se rend à Firebase Susan. Il épingle une bronze star avec un signe V sur la poitrine du soldat de première classe, James Castellano. La citation déclare « Pour service méritoire, en lien avec des opérations militaires contre une force hostile ». L'initiative, le courage et la détermination du soldat Castellano ont conduit à l'identification et à la destruction d'une installation logistique ennemie majeure contribuant directement à la défense réussie de Firebase Susan durant l'offensive du Tet. La cérémonie dure 7 minutes. Westmoreland serre la main de Castellano, dit quelques mots sur le courage sous le feu, puis repart vers son prochain rendez-vous. Le général ne sait pas, et Castellano ne le lui dira jamais, que lorsque l'ennemi a ouvert le feu sur son convoi, Castellano est resté figé, incapable de bouger, incapable de réagir, terrorisé. Il ne sait pas que Castellano se réveille encore la nuit
entendant des voix vietnamiennes dans l'obscurité. Il ne sait pas que le récipiendaire de la Bronze Star a pleuré dans sa couchette, ce soir-là submergé par la peur, le soulagement et le poids écrasant d'avoir tué des soldats ennemis, même indirectement. La guerre transforme des gens ordinaires en héros, mais elle ne les rend pas moins humains. L'histoire devient encore plus remarquable à partir de là. Si vous appréciez cette plongée approfondie dans une histoire oubliée, laissez un « j'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler du vrai courage. Continuons. James Castellano rentre aux États-Unis en juillet 1968. Il obtient une libération anticipée et retourne dans le Queens, où le restaurant de son père est exactement tel qu'il l'avait laissé. Il travaille en cuisine pendant 42 ans, reprenant finalement l'affaire lorsque Rosario prend sa retraite. Il se marie, élève 3 enfants et parle rarement de ses 7 mois passés au Vietnam. En 1995, un historien militaire menant des recherches sur l'offensive du Tet le contacte. L'historien a retrouvé le nom de Castellano dans des rapports de renseignements déclassifiés et souhaite l'interroger sur la découverte du dépôt de munitions. Castellano accepte une seule conversation téléphonique. Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de sa Bronze Star, il répond « Je suis tombé d'un camion et j'ai eu de la chance. Ce n'est pas de l'héroïsme. L'héroïsme, ce sont les gars qui ont sillonné cette jungle tous les jours à la recherche de l'ennemi. Moi, je suis tombé sur eux par accident. » L'historien insiste sur l'impact, les 300 vies sauvées, la capacité offensive ennemie réduite. La réponse de Castellano devient l'épigraphe de la monographie publiée par l'historien « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. J'ai vu quelque chose, je l'ai signalé. Si cela a aidé des gens, j'en suis heureux. Mais je ne l'ai pas fait pour des médailles ou pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que c'était mon travail. » L'héritage plus large de la découverte de Castellano dépasse largement un seul dépôt de munitions. Son succès accidentel mit en lumière une vulnérabilité cruciale des opérations américaines, la tendance de l'armée à écarter les renseignements provenant de personnels non combattants. En l'espace de quelques semaines, après la frappe sur Firebase, Susan Le McVey publia des directives soulignant que des renseignements exploitables pouvaient provenir de n'importe quelle source, indépendamment de la spécialité militaire du rapporteur. Les programmes de formation commencèrent à intégrer des études de cas portant sur des observateurs inattendus, et les officiers du renseignement reçurent instruction d'évaluer les informations en fonction de leur contenu et non de leur origine. Les leçons tactiques s'avérèrent tout aussi précieuses. La méthode de Castellano consistant à s'élever au-dessus de la canopée pour s'orienter devint une pratique standard dans l'instruction à l'évasion et à la survie pour tout le personnel opérant en jungle à triple canopée. Son observation patiente de l'activité ennemie, plutôt que la recherche immédiate du contact, devint un point clé de l'enseignement en reconnaissance. Son insistance à faire un rapport, malgré le scepticisme bureaucratique, fut enseignée pendant des décennies dans les écoles du renseignement comme un exemple à suivre. Firebase Susan resta opérationnelle jusqu'en 1971, lorsque les forces américaines se retirèrent des hauts plateaux du centre. La base fut démantelée, les bunkers furent comblés, et la jungle reprit ce qui n'avait été qu'un territoire américain éphémère. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, sinon des arbres. Le cratère laissé par l'explosion du dépôt de munitions est invisible, recouvert par plus de 40 années de végétation. James Castellano est décédé le 15 mars 2011, à l'âge de 62 ans, d'une insuffisance cardiaque. Ses funérailles
furent suivis par 200 personnes, pour la plupart des voisins et des clients réguliers du restaurant. 3 vétérans du Vietnam étaient présents, des hommes qui avaient servi à Firebuss Suzanne pendant le Tet. Ils se tinrent en uniforme de la VFWCO et saluèrent le cercueil. L'un d'eux laissa une note manuscrite dans le livre de condoléances. « Grâce à toi, nous sommes rentrés chez nous. Merci. » Sa bronze star est exposée dans une vitrine commémorative au musée de la 4e division d'infanterie à Fort Carson, dans le Colorado, accompagné d'un compte rendu imprimé de ses actions. La plaque le décrit comme un héros improbable qui a prouvé que le courage prend de nombreuses formes et que dans la guerre, chaque soldat, quelle que soit sa spécialité, peut faire la différence. Parfois les batailles les plus importantes sont livrées par des gens qui n'avaient jamais prévu d'être des guerriers. Parfois les plus grandes victoires ne viennent ni de l'entraînement ni de la planification, mais de personnes ordinaires, accomplissant des choses extraordinaires lorsque les circonstances l'exigent. Ce n'est pas un secret militaire, c'est simplement la vérité sur le courage humain.